de près aurait pu passer pour de l'autoritarisme. Elsa ne tint pas compte des instructions d'Éléonora. Elle se contenta de lui dire, comme à Marty, « Tâchons de fêter ce Noël-ci. » Noël avait été heureux malgré tout. Le jour du réveillon, ils avaient fait du patin à glace, à la Saint-Étienne, une promenade à ski. Elsa s'était émerveillée de ses propres forces, avait mangé la moitié d'une tablette de chocolat aux noisettes et fait de la luge avec la fougue d'une petite fille. Le traitement avait commencé en début d'année. La prescription de cytostatique n'avait duré que quelques semaines, 1 mois tout au plus. Puis on avait parlé de traitement symptomatique, ce qui voulait dire soins palliatifs. Alors Elsa avait pleuré. Marty avait essayé de se montrer fort et de garder espoir. Il lui avait demandé ce qu'elle voulait pour le moment. « Nous pourrions faire un tour en voiture », lui avait-elle répondu. Tout simplement rouler jusqu'à la tombée de la nuit, n'importe où, écouter de la musique comme on le fait toujours pendant les voyages en voiture. Jusqu'à la fin du mois de février, ils étaient partis chaque soir. Le printemps s'était teinté de rouge pâle et de jaune clair, comme toujours. Elsa invitait souvent Marty à ralentir pour pouvoir mieux contempler le ciel. Les nuages le traversaient tels de grandes constructions. Au début du mois de mars, alors qu'ils étaient garés sur l'île de Lotassari, ils entendirent chanter le merle noir. Ils restèrent un long moment, tout phare éteint dans l'obscurité, à écouter l'oiseau. « Il y a si peu à craindre, » dit Elsa. « Non, il n'y a rien à craindre, » avait renchéri Marty. Mais c'était un mensonge. Marty craignait les nuits. Il craignait les instants où il se réveillait seul au milieu de rêves qui lui restaient obscurs. Il craignait de s'éveiller et qu'Elsa ne respire plus à son côté. Éléonora avait peut-être elle aussi partagé cette crainte, car elle s'était opposée catégoriquement au retour d'Elsa à la maison. « Je sais ce qui nous attend, crois-moi », lui avait-elle dit lorsqu'ils s'étaient retrouvés quelques instants tous les deux après la consultation médicale. « Je n'y arriverai pas seule, et toi non plus. Et je ne peux pas obliger les filles à s'occuper de maman, c'est trop exigé d'elles, ce sont presque encore des enfants. » L'inquiétude d'Éléonora était assurément différente de celle de Marty. Son chagrin aussi serait tout autre lorsque viendrait le temps de s'affliger. Il s'étonnait quand même de la manière d'être de sa fille. Il lui était impossible d'en savoir autre chose que ce qu'il voyait. Une femme méthodique, une détermination presque indifférente inscrite sur son visage. Marty était souvent repris par l'idée qui le hantait depuis qu'Éléonora était devenue une adulte. Cette femme lui avait volé sa fille. Elle avait dissimulé Ella, avec ses tresses et son sourire, dans les profondeurs de son impassibilité. Si seulement il retrouvait une formule magique venue des années d'enfance d'Éléonora, il la réciterait. Et alors Éléonora redeviendrait Ella. Elle sautillerait dans le couloir, ferait des grimaces à son reflet dans le miroir, et ils iraient s'acheter un cornet de glace. La décision finale de recourir aux soins à domicile avait été prise une fois que les filles d'Éléonora eurent elles-mêmes proposé leur aide. Éléonora les avait toutes deux interrogées et leur avait décrit sans fioriture ce que c'était que de s'occuper d'une personne mourante. « Cela ne me fait pas peur », lui avait dit Maria sans hésitation. Bien qu'elle fût la plus jeune des deux, elle paraissait plus mûre que sa sœur Anna. Il y avait chez cette dernière quelque chose de versatile. Marty y reconnaissait un trait qui lui était propre. Une fragilité semblable avait été la sienne autrefois. Anna avait pourtant acquiescé d'un hochement de tête convaincant lorsque Éléonora lui avait demandé son aide malgré son manque d'assurance. Ces dernières semaines, Elsa s'était sentie mieux. Elle prenait un nouvel antalgique, plus fort que les précédents. Le médicament était efficace. Mais le médecin avait prévenu qu'il pouvait entraîner des difficultés motrices et des états de confusion. Marty s'était alarmé de cette dernière éventualité. Il avait posé la question sans détour au médecin qu'il avait pris en tête-à-tête. Combien de temps encore? Combien de semaines? Ne réfléchissez pas en termes de semaines, lui avait-il répondu. Il y a des bons et des mauvais jours. Dans ce genre de maladie, les différences des uns aux autres peuvent être considérables. À certains moments, elle pourra même ne présenter presque aucun symptôme.
Marty se satisfit de cette réponse. Encouragé par les paroles du médecin, il se mit à observer Elsa. Il plaça tous ses espoirs en ces 3 mots. Presque aucun symptôme. Le lit médicalisé et le reste du matériel avaient été apportés la veille. Les livreurs, taciturnes, avaient sonné à la porte, pénétrant dans la maison comme s'ils s'étaient chargés d'une table ou d'un canapé et avaient assemblé l'équipement dans la chambre à coucher. Puis était venu le tour du pied à perfusion que l'on avait commandé pour parer à toute éventualité et des couches qui reposaient désormais pudiquement emballées dans des cartons dans un coin de la chambre. Les médicaments avaient été placés sur la table de toilette dans leurs petits paquets. « Magnifique !» avait dit Elsa à propos du lit. « Bien plus beau que dans tous les hôtels où je suis allée. C'est bien que ça te convienne. » Mais, avait-elle ajouté en baissant la voix, comme si elle supposait que les livreurs étaient restés derrière la porte à écouter et qu'elle craignait de les offenser. « Je vais quand même dormir avec toi. »« Vraiment ? Si tu veux. » Elsa avait jeté un regard désapprobateur au carton de couches. « J'ai bien l'intention de m'occuper de mes besoins moi-même, » avait-elle déclaré d'un ton tranchant. « Elles sont là juste au cas où, » s'était-il entendu dire. Il était difficile à Elsa d'endosser le rôle de malade. Elle avait pris l'habitude de se consacrer à autrui, sans cesse, jusqu'à l'épuisement. Elle s'était occupée des autres. C'était un rôle naturel pour une psychologue. Marty se souvenait de l'époque où Elsa, de jeune fille, s'était transformée en une femme persévérante. Ces années-là, elle avait soutenu sa thèse de doctorat et obtenu une place dans une équipe de recherche internationale. Marty restait immobile dans le lit. Elsa ne s'éveilla pas. 1h25. Le rêve flottait au-dessus de lui. C'était une couverture tressée de tan, épaisse. Marty se leva et se dirigea vers la fenêtre. Certaines nuits, lorsqu'il s'était éveillé au milieu de ce rêve, le chagrin l'avait oppressé comme un couvercle. Il était sous une chape, sans pouvoir respirer. « Je ne m'en remettrai pas », pensait-il. « Si je me sens déjà comme cela maintenant, qu'en sera-t-il une fois qu'Elsa sera vraiment partie ?» Il avait fini par trouver un moyen de s'apaiser. Il allait à la fenêtre, l'ouvrait, contemplait le ciel, écoutait le merle noir. Le chagrin arrivait alors, il le laissait venir à lui, il l'essayait comme pour s'y habituer. Il le décelait dans la position de sa main, à demi étendue. Il fallait lui ménager de la place, le prendre dans ses bras. Autrement cela survenait sous la forme d'une terreur, imprévisible et soudaine, à un carrefour alors qu'il traversait la rue ou bien au magasin quand il choisissait ses mandarines ou ses pommes de terre. Dans ces moments-là, c'était l'épouvante. Maintenant qu'il contenait son chagrin, Marty était presque heureux. Les hirondelles étaient revenues tôt cette année. Elles étaient surexcitées par le printemps. En haut, en bas, elles volaient en tous sens et leurs cris roulaient dans l'air. Il se tint à la fenêtre 1 minute, puis une deuxième. Il laissa la langueur se répandre en lui. Les cris des hirondelles étaient en lui, et non plus dans le ciel. Il n'y avait plus de frontière nette entre lui et le monde. C'étaient les premiers instants depuis bien des années où Marty pensa qu'il pourrait peindre. Le ciel, les hirondelles, la lumière baignant la chambre. Il n'avait pas regretté d'avoir cessé le travail. Même sans cela, il avait été heureux. Son atelier, situé sous les combles, dans l'unique tour que comptait la maison, était toujours en place. C'était comme un musée. Il s'y rendait de temps à autre, s'asseyait dans un fauteuil, regardait le coucher du soleil, ouvrait la fenêtre, fumait une cigarette. L'année dernière, il y avait accordé un entretien au supplément mensuel du Helsingin Sanomat. Les photos avaient été prises à contre-jour. Le visionnaire aspire inlassablement à la vue la plus parfaite. Lui-même avait conçu après coup quelques regrets de cet entretien. Il s'était laissé aller à l'emphase
et avait essayé de corriger. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.